Mes chers compatriotes, l'actualité concerne beaucoup l'Allemagne, les relations franco-allemandes, l'Allemagne dans l'Union européenne. Je voudrais, dans cette vidéo, attirer particulièrement votre attention sur cette information qui a défrayé la chronique le 18 mai dernier, avant-hier, sur cette initiative franco-allemande qui a été annoncée tout à trac par Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel par une visioconférence prenant les opinions publiques un petit peu à l'improviste. Alors, beaucoup a déjà été dit sur cette question et j'ai noté que les européistes de façon générale, les médias plus particulièrement, les médias français, n'ont pas hésité à user de toutes les emphases possibles, de tous les superlatifs pour faire croire aux Français que c'était une information extraordinaire, qu'on assistait à une relance franco-allemande de l'Europe, que c'était maintenant un jour historique. Bernard Guetta, député qui a été journaliste au journal Le Monde, qui est maintenant un député macroniste au Parlement européen dans le groupe Renew, a parlé maintenant que ça y est, on avançait vers l'union politique, que c'était un jour de gloire extraordinaire, l'union politique en Europe. Parmi tant d'informations, le journal Le Monde a affirmé quant à lui carrément que la proposition franco-allemande d'un emprunt européen de 500 milliards d'euros, je cite Le Monde, met fin à un tabou économique pour Berlin, la mutualisation des dettes qu'exigeaient notamment l'Italie et l'Espagne depuis l'apparition de la pandémie. En résumé, ce qu'un lecteur de la presse française peut retenir en ce 20 mai 2020 de l'initiative franco-allemande annoncée par Macron et Merkel peut être résumé par 5 idées principales. Ça, c'est ce que les gens, on veut leur faire croire. Première idée, on veut faire croire aux Français que Macron serait parvenu à tordre le bras d'Angela Merkel et que celle-ci aurait enfin donné son accord au principe essentiel de la mutualisation des dettes. C'est ce qu'écrit le journal Le Monde. Deuxième idée, on veut faire croire aux Français que ce serait la première fois que l'Union européenne s'endetterait. Troisième idée, on veut faire croire aux Français que ce serait une avancée historique, c'est extraordinaire, une avancée dans la solidarité européenne, car l'Union européenne n'attribuerait pas nécessairement à chaque pays le montant qu'il paiera pour rembourser l'endettement en question. Et donc certains paieraient plus qu'ils ne recevraient. Quatrième idée que l'on veut faire croire aux Français, la France sortirait la grande gagnante de toute cette opération. Merci Macron. Et enfin, cinquième idée que l'on veut faire croire aux Français, eh bien, c'est que, en réalité, on irait maintenant, là, l'Europe serait débloquée et finalement, l'Europe fonctionne de crise en crise, des théoriciens de ça, et donc, ça y est, on irait vers cette union politique que réclame Jacques Delors sur l'ère des lampions depuis plusieurs décennies. Alors, je veux revenir avec vous sur ces 5 idées principales que l'on met dans la tête des Français et qui, en fait, sont toutes les 5 des infox, comme on dit en français, des fake news, si l'on préfère. Examinons de près pourquoi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas en lisant la presse française que vous trouverez les analyses que je vais maintenant vous présenter. Première fake news, première infox, on veut faire croire qu'il y aurait une mutualisation des dettes, comme l'a dit le journal Le Monde. Eh bien, c'est faux. Non, il n'y a aucune mutualisation des dettes. Alors ça pose un problème un petit peu technique. Qu'est-ce que c'est que la mutualisation des dettes ? Je vais essayer d'expliquer simplement et clairement un sujet qui est un petit peu technique. Il y aurait une mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne si une partie ou tous les États membres de la zone euro décidaient de se regrouper et d'émettre une obligation, un emprunt unique sur les marchés financiers avec la signature de chacun d'entre eux pour garantir le tout. Dans le jargon contemporain,
ceux qui ont réfléchi à cette hypothèse ont parlé d'une obligation européenne, ont parlé de eurobonds et, comme les pays du Nord, je vais en parler dans un instant, refusent systématiquement, ils ont saisi l'occasion de la pandémie du coronavirus pour parler maintenant de corona bonds, c'est-à-dire des obligations qui seraient faites justement pour remédier au désastre économique provoqué par le grand confinement. Et donc pour faire croire que cette catastrophe justifierait une mesure aussi exceptionnelle. Pourquoi ça pose problème? J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un, un Français comme tout le monde, qui n'est pas spécialiste des questions financières et qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Soit dit en passant d'ailleurs, j'ai l'impression qu'un certain nombre de nos dirigeants politiques et même économiques ne comprennent pas non plus très bien ce qui se passe eux-mêmes. La réalité d'une opération de mutualisation des dettes, comme je viens de la décrire, c'est qu'elle bénéficierait aux pays du sud de l'Union européenne et à eux seuls. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des niveaux de dette publique très élevés et très supérieurs aux critères de Maastricht de 1992 et en général très supérieurs au taux d'endettement des pays du nord de l'Europe, et ils ont une solvabilité qui est jugée faible. Du coup, on songe à l'Italie, on songe à la Grèce, on songe à l'Espagne, on songe un petit peu aussi à la France. Parce que ces pays présentent ces endettements excessifs, ils subissent des taux d'intérêt plus élevés quand ils font enlèvent un emprunt sur les marchés que les pays du nord de l'Union européenne, notamment l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui ont une dette beaucoup plus petite. Et donc ils payent des taux d'intérêt plus élevés. L'idée qui se cache derrière l'idée d'obligations européennes ou de eurobonds ou de corona bonds, c'est une idée où tous les États seraient solidaires les uns des autres et donc dans ce cas-là, il n'y aurait qu'une seule obligation et le taux d'intérêt serait unique. Mais si le taux d'intérêt était unique, on peut anticiper qu'il se situerait quelque part entre les taux d'intérêt très bas dont bénéficient aujourd'hui l'Allemagne et les Pays-Bas et les taux d'intérêt très élevés ou élevés dont pâtit par exemple l'Italie. Par exemple, selon le journal La Tribune, qu'il citait il y a quelques jours, l'Italie, qui a un taux d'endettement très élevé, qui devrait atteindre cette année 160% du PIB, alors que le critère de Maastricht le limite théoriquement à 60%. L'Italie a une signature mauvaise, qui a été classée BBB- par cette agence célèbre qui s'appelle Standard & Poor's. Eh bien, l'Italie, elle emprunte ces jours-ci sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt de l'ordre de 1,7 à 1,8%. En revanche, l'Allemagne, dont la dette est beaucoup plus faible et qui a une note beaucoup plus favorable, elle est notée AAA, elle emprunte actuellement à un taux négatif de l'ordre de moins 0,4%. Alors on peut imaginer que des corona bonds, une mutualisation des dettes, obtiendrait un taux médian, par exemple, de l'ordre de 0,5 ou 0,6%. Cette mutualisation des dettes permettrait donc à des pays en difficulté financière, comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, d'emprunter des sommes considérables et à des taux plus bas que s'ils le faisaient tout seuls. Au lieu de payer 1,8, l'Italie paierait 0,6. Alors on comprend bien l'intérêt des pays du Sud. Mais l'intérêt des pays du Nord, et notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, leur intérêt est exactement l'inverse. Et pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que s'ils donnaient leur accord à cette mutualisation des dettes, l'Allemagne, au lieu de payer moins 0,4, comme je le disais tout à l'heure, devrait payer, comme l'Italie, 0,6. Donc, en se montrant solidaire de l'Italie, elle serait obligée de payer un taux d'intérêt nettement supérieur à ce qu'elle pourrait faire si elle faisait ça toute seule. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce sont quand même les contribuables allemands qui seraient de leur poche. La deuxième raison fondamentale, c'est parce que les Allemands ou les Néerlandais, pour ne citer qu'eux, n'ont qu'une confiance des plus limitées dans la capacité des pays du sud de l'Europe à respecter leurs engagements financiers. Ils ont d'ailleurs des raisons de le penser, puisque ça fait des années et des années
que les pays du Sud ne respectent pas les critères de Maastricht, qu'ils ont des déficits géants, qu'ils ne se réforment pas comme l'exigent l'Allemagne et les Pays-Bas, etc., etc. Or, les Allemands et les Pays-Bas savent que s'il y avait cette mutualisation des dettes, eh bien, ils pourraient être contraints juridiquement de rembourser la partie des dettes souscrites par l'Italie ou par la Grèce ou par l'Espagne si ces deux pays, d'un seul coup, refusaient de payer. On comprend dans ces conditions pourquoi il y a une coupure qui est apparue entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Je voyais Jean-Luc Mélenchon, la gauche, etc., fustiger les pays du Nord en disant que c'est un manque de solidarité. Ben oui, mais c'est une solidarité à sens unique qu'on leur demande. Les 11 États qui ont réclamé des eurobonds et maintenant des corona bonds sont presque tous des États du sud de l'Europe. Il y a la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, alors la Belgique, l'Irlande et le Luxembourg, qui ne sont pas du sud mais qui sont un peu assimilés. Il y a également la Slovénie, Chypre et Malte. Ils appartiennent quasiment tous à l'Europe du Sud et en tout cas ils sont tous plus ou moins affectés, peut-être à l'exception du Luxembourg, par la cherté de l'euro par rapport à la compétitivité de leurs économies respectives. En revanche, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark sont évidemment hostiles à cette idée de mutualisation des dettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que compte tenu du poids des économies concernées, des besoins de financement pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, on pourrait imaginer de voir les 19 États membres de la zone euro lancer une obligation européenne, ou des corona bonds, pour des sommes absolument considérables. Pour des sommes de 3 000, 4 000 milliards d'euros, je n'invente rien. Le groupe EELV au Parlement européen a lancé une proposition pour un endettement de 3 750 milliards d'euros, avec bien entendu une solidarité à la clé. Vous imaginez la position des Allemands ou des Néerlandais qu'ils se disent qu'ils vont, s'ils acceptaient cette mutualisation des dettes, eh bien ils accepteraient éventuellement, si par exemple l'Italie, dans un appel de fonds de 4 000 milliards d'euros, demandait 800 ou 1 000 milliards d'euros, et si l'Italie ne payait pas, les Allemands devraient payer les 800 ou 1 000 milliards d'euros que les Italiens ne rembourseraient pas. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer clairement, un sujet un petit peu compliqué, mais j'ai essayé de vous expliquer clairement cette mutualisation des dettes et pourquoi les pays d'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, en tête, la refusent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette initiative franco-allemande ? Eh bien, c'est un tour de passe-passe. C'est encore une manipulation de Macron qui est derrière. Il ne s'agit pas d'une mutualisation des dettes, il ne s'agit pas que les États se rassemblent pour lancer un emprunt collectif. Non, 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 non. C'est tout à fait autre chose. Il s'agit que ce soit l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, qui s'endette de 500 milliards d'euros, ce qui est une somme très importante, mais qui est quand même nettement moins importante que les 3 à 4 000 milliards d'euros que réclame le groupe EELV au Parlement européen, d'ailleurs, qui a protesté. Et ce qu'il faut bien donc comprendre, c'est que la Commission européenne va s'endetter, si cette proposition franco-allemande est acceptée, de 500 milliards d'euros qui seront remboursés dans, on ne sait pas trop, j'ai vu dans 20 ans, dans 30 ans, et qui seront remboursés par qui ? Qui sera remboursé par qui ? Par les États. Et en fonction de quoi ? En fonction d'une clé de répartition qui a toute chance d'être la clé de répartition de leur participation au financement de l'Union européenne. Donc ce n'est absolument pas une mutualisation des dettes. Ça veut dire que l'Allemagne, par exemple, prenant à sa charge après le départ de l'Union européenne du Royaume-Uni, maintenant elle prend à sa charge peut-être 24 ou 25% du financement de l'Union européenne, eh bien ça veut dire que elle devra rembourser 100 ou 125 milliards d'euros dans 20 ans. Mais elle ne va pas rembourser toutes les sommes qui seraient empruntées, par exemple, par l'Italie. Alors, c'est le premier point. En réalité,
cette initiative, c'est un trucage du langage. C'est une farce. On a voulu faire croire aux Français que Macron avait obtenu une mutualisation des dettes, c'est même ce que Le Monde ose écrire, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une augmentation de 500 milliards d'euros du budget de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est déjà beaucoup, hein, ça fait quand même trois fois le budget annuel de l'Union européenne. C'est une augmentation de 500 milliards d'euros du budget annuel de l'Union européenne et qui sera dépensé sur plusieurs années et qu'on commencera à rembourser dans 20 ou 30 ans. Voilà ce dont il s'agit. C'est une augmentation du budget de l'Union européenne qui ne dit pas son nom. Deuxième idée fausse que l'on a voulu mettre dans la tête des Français, ce serait la première fois que l'Union européenne s'endetterait. Alors ça c'est faux. Le journal Les Échos d'ailleurs du 19 mai l'a rappelé. Ça n'est pas fréquent, mais chaque année l'Union européenne s'endette un petit peu. Elle l'a fait à hauteur de 5 milliards d'euros en 2018, à hauteur de 450 millions, je crois, d'euros en 2019, notamment pour des actions vis-à-vis d'un certain nombre de pays étrangers. Alors, ça reste modeste, mais en termes de principe, ça n'a donc rien de nouveau. L'Union européenne s'est déjà endettée. La Commission européenne devrait s'endetter. Troisième idée fausse, on a mis dans la tête des Français que ce serait une avancée historique phénoménale dans la solidarité européenne parce que l'Union européenne, elle s'endetterait et elle n'attribuerait pas nécessairement à chaque pays le montant que chacun de ces pays devra rembourser. Quand on entend ça, on se dit c'est une plaisanterie. C'est le principe même de l'Union européenne depuis 63 ans. Ça fait 63 ans que le budget de l'Europe, de l'Union européenne, du marché commun d'abord, de l'Union européenne ensuite, est abondé par, au début 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28, puis 27 États. Et vous le savez, si vous m'écoutez depuis des années, que parmi les États membres de l'Union européenne, il y en a qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, ce sont les pays contributeurs nets, et d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, ce sont les pays bénéficiaires nets. Donc ça n'a strictement rien de nouveau qu'il y ait une solidarité de cette nature. Il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie en tête. Voilà. Donc dire que ce système, qui n'est jamais, je l'ai analysé en premier, qu'une augmentation du budget de l'Europe, de l'Union européenne, financée par un emprunt remboursable dans 20 ou 30 ans, ça n'est jamais que ça en définitive, eh bien, ça n'introduit aucune nouveauté. Quatrième information fausse. On veut faire croire aux Français que grâce à Macron, la France serait la grande gagnante de cette énième relance européenne. Non, non, non. La France ne serait pas la gagnante de cette opération, dont le coût final pourrait au contraire être très élevé pour notre pays. Je vais essayer d'être clair. Depuis le départ du Royaume-Uni, la France supporte maintenant à peu près 20% du budget européen. Si la proposition Macron-Merkel voit le jour, et si l'Union européenne s'endette de 500 milliards d'euros, et si on conserve les clés de répartition du financement, ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, les Français devront payer, nos enfants, nos petits-enfants devront payer en gros 20% de cet endettement, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Revenons aux chiffres. Il est question que l'Union européenne s'endette de 500 milliards d'euros. Je rappelle qu'il y a 27 pays. Si vous divisez 500 par 27, ça fait une moyenne de 18 milliards d'euros en moyenne par pays. Alors j'ai bien compris qu'il n'y aura pas 18 milliards d'euros pour chaque pays, mais qu'on donnera plus aux pays qui sont les plus touchés. Par exemple, on donnera sans doute plus à la France, à l'Italie ou à l'Espagne. Et on donnera moins
à des pays de l'Est où il y a eu beaucoup moins de morts. D'accord. Mais je doute que l'on donne 100 milliards d'euros à la France. On donnera peut-être 550, 60, 70 milliards. Je vous ai dit, si vous avez bien suivi, que les Français, si la clé de répartition est celle de notre participation au budget de l'Europe, puisqu'il s'agit d'une augmentation du budget de l'Europe, ça veut dire que dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants devront rembourser 100 milliards d'euros avec comme seul bénéfice d'avoir touché aujourd'hui, pour les mois et les 2 ans qui viennent, peut-être 50 milliards d'euros. C'est un désastre financier. L'initiative franco-allemande lumineuse de M. Macron risquerait de nous coûter quelques dizaines de milliards d'euros en pure perte à nos descendants dans 10 ou 20 ans. J'ajoute d'ailleurs qu'il se trouve que ce sont les pays du Sud qui ont été le plus touchés par l'épidémie, notamment l'Italie, la France et l'Espagne. Les pays de l'Est, eux, sont moins touchés, beaucoup moins touchés. Il se trouve que la France est le deuxième principal contributeur net après l'Allemagne, et avec 8-9 milliards d'euros par an donnés à l'Union européenne de plus que ce que l'on reçoit, mais que l'Italie vient juste après avec 7 milliards d'euros. Et que l'Espagne, qui était pendant très longtemps bénéficiaire net, ne l'est plus. Avec le système que nous avons, les principaux bénéficiaires risquent d'être aussi ceux qui seront les plus amenés à payer. Et je suis bien persuadé que les pays de l'Est qui sont bénéficiaires nets et qui n'ont pas beaucoup eu de morts lors de cette affaire de pandémie ne seront absolument pas d'accord pour payer davantage au budget européen pour faire bénéficier des grands pays comme l'Italie ou comme la France ou comme l'Espagne. Enfin, 5e idée fausse. On a mis dans la tête des Français que cette initiative franco-allemande a marqué le début d'une espèce de résurrection. C'était l'arrivée d'une union politique européenne. Comme si, simplement parce que Mme Merkel et M. Macron seraient tombés d'accord tous les deux, comme si d'un seul coup tous les autres allaient dire amen et se coucher. C'est faux. D'ailleurs, dès le soir même, il y avait un article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le grand journal économique et conservateur et libéral allemand, de 22h48, je crois, le soir même, qui relayait des dépêches venues d'Autriche et qui nous apprenait que 4 pays ont déjà dit non à l'initiative de Macron, une initiative qui requiert l'unanimité. Donc nos éditorialistes eurolâtres, ultra-européens, n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'extasier de ce qu'ils ont présenté comme un nouveau départ franco-allemand pour l'Europe. À peine avait-il fantasmé sur le fait que l'Europe ne progresse que par les crises, à peine avait-il lancé avec enthousiasme que cet accord Macron-Merkel était une sorte de théophanie, diraient les religieux, de phénomène d'apparition divine, quelque chose qui révélerait l'arrivée imminente d'une union politique, à peine avait-il écrit ça pour le public français que le réel leur est lourdement retombé dessus. Car nos européistes, dans leur frénésie, sont vraiment étourdis. Ils semblent avoir oublié un peu vite un certain nombre de points fondamentaux. Premièrement, ce genre de grandes décisions sur le format du budget de l'Union européenne se prend à l'unanimité des États membres. Pof, il y en a déjà 4 qui ont dit non. Deuxièmement, l'Union européenne ne comporte pas 2 États, mais 27. Troisième idée que nos européistes ont oubliée. Parmi les 25 autres États, à part la France et l'Allemagne, qui ont assisté à ce duo, il faut savoir que la plupart d'entre eux ne supportent plus
mais alors plus du tout, la rengaine du couple franco-allemand qui ferait la pluie et le beau temps dans les institutions européennes. D'ailleurs, comment réagiraient les dirigeants français et l'opinion publique française s'ils devaient entendre dire à intervalles irréguliers, par exemple, que le couple germano-polonais a décidé ceci et que tout le monde est prié de suivre le mouvement, ou bien que le couple italo-espagnol a lancé cela pour le devenir de l'Union européenne? Est-ce que nous nous plierions de bonne grâce aux injonctions d'un couple suédo-finlandais sur le devenir de l'agriculture européenne, ou bien sur une initiative du couple magyaro-polonais sur la nouvelle politique migratoire de l'Union européenne? Tout ça, c'est de la blague. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de souligner que le couple franco-allemand est très largement un mythe qui remonte au début des années 60 et qu'il est ressassé comme un mantra tibétain par des dirigeants politiques français sans aucune imagination qui refusent de voir en face ce qu'est devenu la construction européenne, une construction à 27 États, vue de Bucarest, de Sofia, d'Helsinki, de Copenhague, de Stockholm, de Rome, de Lisbonne, de Madrid, d'Athènes, de Zagreb, de Ljubljana, de Vienne, de La Haye. Eh bien, on n'entend pas se plier devant la décision annoncée à grand son de trompe par Mme Merkel et M. Macron. D'ailleurs, autre chose qu'il faut rappeler, c'est que parmi les 25 autres États, certains sont vent debout depuis des années sur toute augmentation du budget de l'Union européenne. En particulier les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Autriche, qui font justement les 4 pays qui ont dit non tout de suite, parce qu'ils ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une mutualisation des dettes, que d'ailleurs ils refusent aussi. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'il s'agissait, sous un faux nez, derrière un masque, il s'agissait en fait d'augmenter le budget de l'Union européenne alors qu'ils le refusent. Voilà la raison pour laquelle ils ont dit non. Alors, je citerai les déclarations faites par le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qu'il a fait à Vienne le soir même. Voilà ce qu'il a dit. J'ouvre les guillemets. Il a dit « L'Autriche maintient sa position selon laquelle des prêts remboursables de l'Union européenne et aucune subvention ne devraient être accordés aux pays en crise. Nous continuerons à faire preuve de solidarité et à soutenir les pays les plus touchés par la crise du coronavirus, mais cela doit se faire par des prêts et non par des subventions. » Ça veut dire qu'il refuse en fait cette augmentation du budget de l'Union européenne qui ne dit pas son nom. Et comme il refuse aussi la mutualisation des dettes, il s'en tient aux propositions qui ont été faites récemment de 750 milliards d'euros avec le mécanisme européen de stabilité. J'ajoute que le chancelier autrichien a également précisé sur Twitter qu'il s'était entretenu de cette question avec les chefs de gouvernement du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, et donc il a conclu « Notre position reste inchangée ». En bref, 4 pays, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, ont déjà dit non à cette initiative franco-allemande qui requiert l'unanimité. Sans compter que d'autres États pourraient se joindre à ce refus, soit parce qu'ils sont sur la même ligne de rigueur financière que ces 4 premiers pays, on songe notamment à la Finlande et peut-être au Luxembourg, soit parce qu'ils auront compris le jeu de dupes que cela recouvre. Un certain nombre de pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne, comme l'Italie par exemple, va se poser des questions. Parce qu'on lui dit à l'Italie on va avoir une initiative de 500 milliards d'euros, mais les Italiens vont comprendre qu'au bout du compte, puisqu'ils sont contributeurs nets, c'est eux qui paieront dans 20 ans. En bref et en conclusion. En conclusion, les Français, il suffit de voir la presse française qui a une distance critique et quasiment nulle et qui encense Macron sur cette question d'une façon qui n'est pas acceptable. Il suffit de comparer
la presse française, avec par exemple la presse néerlandaise. J'ai regardé le Het Financiële Dagblad, qui est le grand journal financier néerlandais. Les articles dedans sont des articles au vitriol et qui démasquent le système, alors que nous, en France, on a un journal comme Les Échos ne fait qu'une analyse extrêmement superficielle. En réalité, on a affaire à qui? On a affaire à Madame Merkel, qui a annoncé qu'elle quitterait le pouvoir à la fin de cette année. Son truc à elle, c'est qu'à partir du 1er juillet, l'Allemagne va exercer la présidence de l'Union européenne. Tout sera dans les mains de l'Allemagne, soit dit en passant. Donc elle veut elle veut terminer son passage au pouvoir en laissant l'image d'une grande européenne. Donc elle a lancé cette affaire, mais Madame Merkel n'est pas sotte. Elle sait très bien que la probabilité que cette affaire débouche est quand même très faible, et elle sait surtout qu'elle a préservé l'essentiel. Il n'y a pas de mutualisation des dettes. Je pense que les élites allemandes, quand ils lisent la presse française, doivent avoir sur notre pays un regard à la fois assez narquois et peut-être un peu méprisant. Ils doivent se dire qu'on est en train de raconter des salades aux Français comme quoi on aurait obtenu la mutualisation des dettes, alors que ça n'est absolument pas ce dont il s'agit. En fait, Madame Merkel, je rappelle aussi au passage que depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis, je crois, la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe de 2009, Madame Merkel est tenue de tenir compte très régulièrement, même presque heure par heure quand il y a des négociations, elle est tenue de parler et de solliciter l'avis du Bundestag lorsqu'il y a des négociations internationales et tout spécialement des questions européennes. Un journal récemment le faisait d'ailleurs remarquer que lors des sommets européens, on voit souvent, paraît-il, Madame Merkel s'absenter pendant un quart d'heure puis revenir à la table des négociations parce qu'elle a dû téléphoner au président des groupes du Bundestag pour bien vérifier qu'ils sont d'accord avec ce qu'elle va proposer. C'est une des contraintes qui a été fixée par le tribunal de Karlsruhe. Donc l'Allemagne ne fonctionne pas du tout comme la France. Nous, en France, on croit que parce que Macron a décidé ça, l'Allemagne va décider de la même façon et que tout le monde va obéir. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que les choses vont se passer. Madame Merkel, elle a voulu changer un petit peu d'image. Elle sait que dans un an, elle ne sera plus à la chancellerie. Du moins, elle a annoncé qu'il souhaitait quitter le pouvoir. Elle souhaite finalement laisser les choses désagréables à son successeur ou à sa successeur qui la remplacera à la chancellerie. Mais elle n'est pas allée jusqu'à brader les intérêts les plus fondamentaux de l'Allemagne. Elle n'a pas accepté la mutualisation des dettes. Elle a donc bien verrouillé ce que serait le risque maximum que pourrait prendre l'Allemagne dans toute cette affaire d'augmentation du budget, sachant qu'elle sait que les Pays-Bas, l'Autriche et les autres pays que j'ai cités vont probablement réduire comme peau de chagrin cette initiative. Quant à Macron, tout le monde sait ce qu'il faut penser de Macron. Macron est là pour s'agiter, pour se mettre en avant, pour faire des effets d'annonce, pour lancer des projets. Peu lui importe que 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois après, plus personne n'en parle. D'ailleurs, plus personne ne parle de quantité de projets que Macron avait lancés. Il me traverse l'esprit là en ce moment, par exemple, de cette grande initiative que Macron devait prendre avec Donald Trump sur le coronavirus. Ça fait partie des innombrables projets, initiatives que Macron avait lancées. Macron avait d'ailleurs aussi lancé l'initiative des Corona Bonds. Il s'était heurté à un os. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire d'initiative franco-allemande. Excusez-moi que ce soit un petit peu long, un petit peu technique, mais si nous, à l'UPR, nous ne sommes pas précis et techniques pour expliquer aux Français ce qui se cache derrière, qui va le faire? Parce que derrière toute cette affaire, il y a toujours et toujours les grands partis européistes et les grands médias qui veulent faire croire aux Français que l'Europe avance et que l'Europe est importante pour nous aider. J'espère vous avoir montré que l'Europe non seulement n'avance pas, mais qu'elle est nocive pour nos intérêts. Vive la République
et vive la France. Je reviens un instant parce que je venais à peine de terminer l'enregistrement de la vidéo avec Fabien Séma dans les locaux de l'UPR TV qu'une information est tombée et que nous avons apprise et qui vient donner une illustration complémentaire à tout le propos que je viens de tenir. On a appris en ce 20 mai 2020, il y a quelques minutes, que le Premier ministre néerlandais, qui s'appelle Mark Rutte, a tenu une conférence de presse pour expliquer que les Pays-Bas, l'Autriche du chancelier Kurz dont j'ai parlé tout à l'heure, le Danemark et la Suède, c'est-à-dire ces 4 pays que certains surnomment les 4 pingres ou les 4 frugaux, eh bien, que ces 4 pays avaient décidé de présenter un contre-plan au plan de Mme Merkel et de M. Macron, un plan où on demanderait beaucoup plus de garanties pour les pays bénéficiant d'une aide. Et on demanderait aux pays bénéficiant d'une aide qu'ils adoptent des réformes. Et ils veulent également que cette aide prenne la forme de prêts et non de subventions. Alors, décidément, l'information se bouscule. Mark Rutte, donc le Premier ministre néerlandais, a fait une conférence de presse qui montre au passage à quel point les 4 pays en question, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, en ont assez, mais plus qu'assez, du prétendu couple franco-allemand. Et donc ils ont fait une conférence de presse pour faire une espèce de bras d'honneur, en fait, à Macron et à Mme Merkel. Mais plus à Macron, parce qu'en fait ils savent très bien que Mme Merkel est de leur côté. Et Mme Merkel a un jeu beaucoup plus politiquement vicieux, puisqu'elle a fait semblant, je le disais tout à l'heure, d'être d'accord avec Macron, sachant qu'il y aurait l'obstacle des 4 frugaux, comme on les appelle. Alors, Mark Rutte a donc fait cette conférence de presse et il a dit, je le cite, « Nous aussi, nous travaillons également à une suggestion. Merkel et Macron ont apporté une contribution pertinente aux discussions. » C'est un enrobage diplomatique. Il a précisé qu'il n'y avait pas de date précise pour la publication du plan de ces 4 pays, mais il a ensuite indiqué, je le cite, « Nos propositions indiqueront très clairement que si vous faites une demande d'aide, vous devez mettre en œuvre des réformes de grande envergure afin de pouvoir assurer votre autonomie la prochaine fois. » Des réformes de grande envergure. Et il a conclu en disant « La question est vraiment pourquoi les pays du Sud ne sont pas en mesure d'investir autant dans l'économie que nous. » Voilà. Alors ça, je voulais absolument rajouter ça en dernière minute à cette vidéo que je viens de faire tout à l'heure pour montrer qu'il n'est moins que jamais question d'unité politique. Les fantasmes de nos éditorialistes européistes sont ridicules. En fait, la zone euro et l'Union européenne est en train de se fracasser sur des mentalités, des civilisations différentes, des histoires, des rapports avec le tissu économique, avec l'histoire politique, l'histoire syndicale, des consensus ou des dissensus sociaux, des traditions religieuses, etc., qui fait que on ne peut pas transformer un Italien en Néerlandais ou en Batave et réciproquement, que ce sont des peuples qui ont des visions totalement différentes les unes des autres. Alors, c'est très intéressant ce qui vient de se passer parce que, à force que Macron croit que tout le monde se plie devant lui et devant Mme Merkel, il vient de se reprendre un retour de flamme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces 4 pays, certes ce sont des plus petits pays, mais enfin Pays-Bas plus Suède plus Danemark plus Autriche, c'est quand même significatif en termes de PIB global. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres États derrière qui en fait sont plus ou moins secrètement d'accord avec eux, à commencer bien sûr par l'Allemagne. Voilà ce que je voulais dire. On va voir la suite des événements. Elle risque de ne pas être triste, si j'ose dire. On va voir ce qui va advenir de cette fameuse initiative macrono-merkelienne. Je voudrais insister sur l'Allemagne. L'Allemagne parce que finalement c'est un immense pays, le pays le plus peuplé, le plus riche de l'Union européenne. Mais on en parle toujours par à côté, et sans s'intéresser de façon profonde sur ce qu'est ce pays. Ce pays, c'est un pays qui a des faiblesses très importantes, qui sont souvent méconnues. Par exemple, sa démographie, qui est quand même très très mauvaise, puisque les plus de 60 ans doivent dépasser désormais 38 ou 40% de la population. C'est un pays où le taux de natalité s'est effondré.
c'est un pays où il y a finalement peu d'Allemands comparé aux Français qui possèdent leur logement principal. C'est un pays qui est beaucoup dépendant des exportations de ses industries. C'est un pays qui apporte comme une espèce de boulet son histoire, et notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'il est toujours dans une situation difficile diplomatiquement. Il ne peut pas trop en faire, malgré le fait que c'est quand même un pays qui est doté d'une volonté de domination qui a été constante depuis de nombreuses années, en tout cas on peut dire depuis l'unification allemande sous la houlette du royaume de Prusse et avec le chancelier Bismarck. Mais je voudrais aussi attirer votre attention aujourd'hui sur quatre atouts très importants de l'Allemagne que nos dirigeants ont souvent tendance à oublier. Le premier atout, c'est l'euro. L'euro qui est une faiblesse aussi, puisque c'est à cause de l'euro qu'ils ont des créances énormes sur les banques centrales des pays du sud de l'Union européenne. Vous le savez, c'est le système Target 2, je n'y reviendrai pas ici. Mais c'est quand même un très gros atout en ce sens que l'euro est coté sur les marchés financiers internationaux par rapport au dollar. Il est coté moins cher que ce que serait coté le Deutsche Mark si le Deutsche Mark existait. On le sait, les études ont montré que si l'euro explosait demain, le nouveau Deutsche Mark gagnerait sans doute 20% par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar actuel. Tandis que le franc perdrait sans doute 10%, que la lire italienne pourrait perdre 30% et la drachme grecque 50%. Donc, il faut bien comprendre que l'Allemagne bénéficie actuellement d'une monnaie qui est trop bon marché par rapport à la compétitivité de son économie. Parce que l'économie allemande est plus compétitive que l'économie française ou que l'économie italienne, et parce que l'augmentation de sa compétitivité est toujours supérieure à celle de l'augmentation de la compétitivité française, en gros, sur longue période. Alors avant, pour corriger ça, il y avait progressivement, petit à petit, en période de change fixe, on procédait à des dévaluations du franc et des réévaluations du Deutsche Mark. Et puis, depuis les accords du Plaza de 1994 et la fin des accords de Bretton Woods, depuis les systèmes de taux de change flottants, eh bien le franc se dépréciait et le Deutsche Mark s'appréciait par rapport au franc pour corriger ces évolutions divergentes de compétitivité. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisque nous avons la même monnaie, du moins une monnaie commune avec le même taux de change. Le résultat des courses, c'est que depuis 1999, depuis le 1er juillet 1999, la fixation définitive des taux de change des monnaies nationales dans l'euro. Donc à partir du moment où l'euro est arrivé dans les échanges interbancaires, relayé à partir du 1er janvier 2002 par son arrivée sous la forme de monnaie fiduciaire, eh bien l'euro a été continuellement et de plus en plus trop bon marché pour l'économie allemande. Le résultat, c'est quoi ? C'est que l'Allemagne dégage des excédents commerciaux absolument énormes. L'excédent commercial de l'Allemagne en 2018 a été de 228,7 milliards d'euros. L'excédent commercial pour l'Allemagne en 2019, l'an dernier, a été à peine inférieur, 223,6 milliards d'euros. C'est le plus important des excédents commerciaux. L'Allemagne est devenue la première puissance économique mondiale en matière d'échanges commerciaux, à peu près à égalité avec la Chine. Là, à contrario, la France, je l'ai dit tout à l'heure, si on avait un franc, il se déprécierait de 10 à 15% pour corriger le déficit de compétitivité que nous avons encaissé depuis 1999. Eh bien, on le paye sous forme de déficits commerciaux. Le déficit commercial de la France en 2018 a été de moins 62,8 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près moins 5 milliards d'euros par mois, alors que l'Allemagne, avec 230 milliards d'euros, fait plus 19 milliards d'euros par mois d'excédent commercial. Et en 2019, le déficit commercial de la France s'est à peine amélioré. Il est remonté légèrement, mais il est toujours très négatif, à moins 58,9 milliards d'euros. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un atout formidable. Parce que ça donne un atout extraordinaire aux entreprises allemandes. C'est aussi une faiblesse, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça veut dire que l'Allemagne dépend
de ses exportations, notamment de très belles voitures, les belles berlines allemandes, qu'elle exporte vers le Royaume-Uni, vers le Canada, les États-Unis, la Chine, Hong Kong, Taïwan, même la Corée du Nord, puisque Kim Jong-un, si tant est qu'il soit encore en vie, a des voitures qui sont des voitures allemandes, des Mercedes extraordinaires, quoique je crois qu'il a acheté une Rolls-Royce, mais enfin Rolls-Royce c'est plus ou moins allemand maintenant. Bref, ça veut dire quand même que l'économie allemande ne cesse de se renforcer et que l'Allemagne ne cesse que d'engranger des disponibilités financières. Le deuxième atout de l'Allemagne, ce sont justement ses disponibilités financières. L'Allemagne bénéficie de fonds qui lui permettent actuellement, en cette période de pandémie, de recapitaliser ces grandes entreprises de façon massive. Vous savez que la Commission européenne a été obligée de lever les contraintes qu'elle fixe aux États pour surmonter la crise du coronavirus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que je l'ai dit encore récemment, c'est toujours cette histoire du fou qui se tape sur la tête avec un marteau et on lui dit « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Il répond « C'est parce que ça fait tellement de bien quand ça s'arrête. » C'est exactement la même chose avec la construction européenne. À chaque fois qu'il y a des énormes problèmes internationaux, la crise des subprimes en 2008-2009, la crise du coronavirus aujourd'hui, entre-temps il y avait la crise de la dette en Grèce, eh bien à chaque fois la Commission européenne et les pays d'Europe ne trouvent pas d'autre solution que de suspendre l'application des règles européennes pour survivre, ce qui en dit long sur le caractère nocif de ces contraintes. Donc la Commission européenne a donné son accord à ce que les pays d'Europe puissent intervenir en capital dans les entreprises publiques ou privées de leur pays qui risquaient de faire faillite à cause du coronavirus, à cause du grand confinement et à cause de leur chiffre d'affaires qui s'est effondré pendant 2 mois, tout spécialement dans les entreprises à caractère stratégique. On pense évidemment, mais pas seulement, aux compagnies aériennes. Air France, par exemple, Air France KLM ou bien la Lufthansa allemande ont perdu au cours du mois d'avril, je crois, ou avril-mai, près de 80 à 90% de leur chiffre d'affaires. Donc la Commission européenne a donné son accord à ce qu'il y ait des investissements en capital, y compris d'ailleurs sous forme de nationalisation ou sous forme de prêts à très long terme et sans intérêt ou très peu d'intérêt. Eh bien, ce qu'il faut savoir, on a appris ces jours-ci, c'est que la Commission européenne a approuvé jusqu'à présent pour un total d'environ 1 900 milliards d'euros d'aide à des entreprises qui a été approuvé par la Commission européenne. Et sur ces 1 900 milliards destinés à soutenir les entreprises menacées de faillite, l'Allemagne a été autorisée à injecter 1 000 milliards, soit environ 52%. La France, 320 milliards, soit 17%. L'Italie, 300 milliards, soit 16%. Alors je ne parle pas des petits pays qui n'ont quasiment aucune disponibilité pour injecter quoi que ce soit. Alors ça pose quand même un énorme problème. Le commissaire européen au marché intérieur, le Francis Thierry-Breton, l'a reconnu. Il a dit qu'il y a un risque de divergence sur le marché intérieur. Bah oui. Joseph Borrell, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, entre guillemets, a dit que tout ça risque de fausser la concurrence. Eh bien oui. C'est-à-dire que on ne sait pas comment faire et comment régler la question, mais l'Allemagne bénéficie d'un atout colossal avec un taux de change, avec un euro qui est sous-évalué par rapport à sa compétitivité, avec des disponibilités financières qui lui permettent de recapitaliser ces grandes entreprises en difficulté, avec par ailleurs la très bonne gestion de la crise du coronavirus, due au fait notamment qu'il y a un système sanitaire qui a été beaucoup moins attaqué en Allemagne qu'il ne l'a été en Italie, en Espagne ou en France, parce que nous n'avons pas les mêmes contraintes dans les GOPE, puisque justement nous n'avons pas les mêmes déficits. Eh bien, l'Allemagne risque de sortir, ou a la chance de sortir, ça dépend du point de vue, très gagnante de cette affaire de pandémie de coronavirus. Ce qui lui pend au nez, c'est la baisse des exportations vers un certain nombre de pays. Ça, c'est pour elle un handicap. Mais pour le reste, l'industrie allemande et l'économie allemande risquent de se ressortir beaucoup plus fortes comparativement à l'économie française, l'économie italienne, l'économie espagnole, qu'avant cette pandémie. Le troisième atout de l'Allemagne, qui est un atout structurel, également, comme les deux premiers,
ça ne concerne pas les finances, ça concerne les êtres humains et la gestion des ressources humaines. Les Allemands ont capté progressivement la plupart des places de pouvoir dans les institutions européennes. Ils l'ont fait d'une façon très habile et très subtile en visant des postes soit de premier plan, soit de second plan, soit de troisième plan, mais toujours des postes avec une très forte dose de pouvoir. On a tous à l'esprit Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Elle l'est depuis décembre 2019. C'est quand même elle qui s'exprime au nom de la Commission européenne et qui a une voix prépondérante. Or, elle est quand même évidemment très proche de Mme Merkel. Moins connu, au Parlement européen, Klaus Welle, qui est le secrétaire général depuis 2009, et son adjoint, le secrétaire adjoint au Parlement, Markus Winkler, qui est secrétaire général adjoint au Parlement européen depuis 2016. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que le Parlement européen, vous avez 739 députés européens, bon, très bien, qui se répartissent dans des groupes, tout ça, ça se chamaille. Vous avez 27 nationalités, les gens ne parlent pas les mêmes langues, etc., etc. Mais ceux qui font avancer le schmilblick, ceux qui font avancer les dossiers, c'est l'administration. C'est pas les élus. Et l'administration, le secrétaire général Klaus Welle, le secrétaire général adjoint Markus Winkler, sont tous les deux allemands. En matière d'action extérieure, le Service européen pour l'action extérieure, la secrétaire générale, qui tient également l'administration, est une Allemande qui s'appelle Helga Schmidt et qui est à la tête du Service européen pour l'action extérieure depuis 2016. Le président de la Banque européenne d'investissement s'appelle Werner Hoyer et il est allemand. Il est le président depuis le 1er janvier 2012. Je rappelle que la Banque européenne d'investissement, qu'on appelle la BEI, c'est l'institution financière des États membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne. Et la BEI finance également des projets en dehors de l'Union européenne, notamment dans les pays partenaires méditerranéens, par son fonds euro-méditerranéen d'investissement et de partenariat qui s'appelle le FEMIP. Bref, le président de la BEI est un Allemand, BEI, qui siège à Luxembourg. Le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui joue un rôle très important comme la BEI dans le fameux projet dont je vous ai déjà parlé, des 750 milliards d'euros devenus peut-être 1000 milliards d'euros, de plan de relance pour l'affaire du déconfinement. Je vous en ai parlé, j'ai fait des articles dessus. Il y a une partie qui relèvera d'investissement de la BEI, une autre partie qui relèvera de prêts du mécanisme européen de stabilité. Donc ce sont deux structures financières très importantes qui ne sont pas à la Commission européenne mais qui sont situées, c'est des institutions européennes. Le directeur général du MES s'appelle Klaus Regling. C'est un Allemand dont j'ai souvent parlé d'ailleurs dans mes conférences il y a plusieurs années, puisqu'à l'époque il était à la tête de la direction des affaires financières de la Commission européenne. Donc avec Mme von der Leyen à la tête de la Commission, avec le président de la BEI et le directeur général du MES, on peut dire que l'Allemagne a la main sur dirige trois des quatre institutions qui ont le plus d'importance en matière financière. La quatrième étant la Banque centrale européenne, dont la présidente est Mme Christine Lagarde, qui est française mais qui, semble-t-il, n'est pas que française. On murmure beaucoup qu'elle aurait aussi la nationalité américaine. Elle a d'ailleurs passé le plus clair de sa vie aux États-Unis. Mais tout le monde sait aussi que Mme Lagarde n'est pas une banquière centrale et qu'elle est flanquée, elle n'a pas une expérience extraordinaire, elle est flanquée de 19 banquiers centraux qui sont les gouverneurs de toutes les banques centrales des pays de la zone euro qui ont un poids très important dans le processus de décision de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. Et dans l'administration elle-même, je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, elle est flanquée d'Allemands, de Néerlandais, c'est-à-dire parmi un bureau, l'essentiel est allemand ou est néerlandais autour de Madame Lagarde. Poursuivons les institutions européennes. Vous avez la présidente du mécanisme de résolution unique qui s'appelle Madame Elke König et qui est allemande. Je rappelle que le mécanisme de résolution unique, le MRU, c'est pas très connu,
C'est un système de surveillance bancaire qui a été mis en place depuis le 31 décembre 2015 par l'Union européenne dans le cadre de l'Union bancaire européenne. C'est un mécanisme qui a un but très très important, même s'il est discret, c'est de permettre une résolution ordonnée, discrète, dans le calme des défaillances des banques qui affecteraient le moins possible le contribuable et l'économie réelle. Vous savez qu'il y a des banques qui sont dans une situation très difficile. Je pense par exemple à la Deutsche Bank en Allemagne, à Monte dei Paschi da Siena en Italie. En France, il y a des banques comme la Société Générale qui n'ont pas une très grande solidité financière. Eh bien, toutes ces banques, si d'aventure il y avait un problème, tout ça est réglé discrètement par le mécanisme de résolution unique sous la tutelle d'une Allemande. Je signale que le président de la Cour des comptes européenne depuis 2016 s'appelle M. Klaus-Heiner Lehne, qui est un Allemand. Et la Cour des comptes européenne, comme la Cour des comptes française pour la France, la Cour des comptes européenne, elle a notamment pour mission de faire des enquêtes dans tous les pays de l'Union européenne pour aller vérifier le bon usage des fonds. Ils ont donc une vue extrêmement intrusive et inquisitoriale sur l'utilisation des fonds versés par la Commission européenne aux États. Ils en connaissent un rayon notamment sur tout ce qui est prévarication, corruption et j'en passe. Et tout ça est sous la houlette d'un Allemand. J'ajouterai également une personnalité puissante dans les allées du pouvoir européen, que ce soit à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, qui est Madame Sabine Weyand. Sabine Weyand, qui est une Allemande. Elle est directeur générale du commerce de la Commission depuis juin 2019. C'est vraiment un rôle très très éminent elle est sous l'autorité du commissaire chargé du commerce, mais comme c'est en plus de ça une femme de tête, une femme à poigne, qui a une très grande volonté, elle joue les numéros 2, mais en fait des vrais numéros 1. Elle a joué par exemple un rôle de premier plan dans les négociations commerciales en tant que co-négociatrice de l'Union européenne sur les fameux accords TAFTA et CETA. Le CETA avec le Canada, c'est elle en fait. Elle a joué également un rôle derrière Michel Barnier qu'on a présenté en premier, mais Michel Barnier était flanqué de Madame Weyand dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit. Voilà, j'en dirai pas davantage pour l'instant. C'est-à-dire que ce troisième atout est un atout très important. Les Français, malheureusement, sont beaucoup moins présents dans les allées du pouvoir à Bruxelles. En général, ils essaient d'avoir un poste de président ou un poste en vue, mais souvent, il n'y a pas assez de Français dans les échelons intermédiaires, parce que là, je n'ai pas parlé des échelons intermédiaires, mais ça reste encore plus vrai pour les Allemands. Enfin, et j'en terminerai par le quatrième atout. Le quatrième atout, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Vous savez, si vous êtes allé sur notre site internet ou sur nos pages Facebook, j'ai commenté à 3 reprises, parce que c'est une décision d'une importance historique considérable, et que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a publié un jugement le 5 mai dernier, qui est un jugement historique. Il avait été saisi, parce que c'est autorisé en Allemagne d'être saisi par des citoyens, ça n'est pas autorisé en France, le Conseil constitutionnel malheureusement ne peut pas être saisi par des citoyens. J'en profite pour rappeler que dans mon programme présidentiel, il y a la possibilité que des citoyens puissent saisir le Conseil constitutionnel. Eh bien, en Allemagne, c'est possible, et le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a été saisi par des citoyens pour donner son point de vue sur les rachats massifs de dettes publiques par la Banque centrale européenne, ce que l'on appelle le quantitative easing ou bien le PSPP. Alors, il faut savoir que ce tribunal de Karlsruhe est quelque chose qui est extraordinairement respecté en Allemagne, puisque c'est l'instance de dernier recours. C'est l'instance au-delà de laquelle il n'y en a plus. C'est l'instance qui a été conçue dans la loi fondamentale allemande de 1949 comme étant le dernier et l'ultime rempart de la démocratie en Allemagne. La loi, parce que les Allemands, sous influence occidentale, en 1949 ont adopté ce que l'on appelle en allemand la loi fondamentale, Grundgesetz, que l'on appelle également Grundgesetz des Bundesrepublik Deutschland. On appelle ça également die Deutsche Verfassung, c'est-à-dire la constitution allemande, mais plutôt der Grundgesetz. Eh bien, celui qui est chargé de faire respecter cette loi fondamentale, c'est le tribunal de Karlsruhe. Il est chargé de faire respecter la démocratie notamment, le droit des citoyens, les libertés publiques. Les citoyens ont le droit d'être protégés contre le gouvernement
si le gouvernement allemand prend des décisions qui sont contraires aux libertés publiques du peuple allemand ou bien contraires à ses intérêts les plus fondamentaux. C'est d'ailleurs tellement vrai que depuis le jugement du 5 mai, le tribunal de Karlsruhe a fait un autre jugement qui est passé un peu plus inaperçu, où il a très sévèrement réglementé l'activité des services de renseignement allemands pour protéger les libertés publiques du peuple allemand. Revenons à ce jugement du 5 mai. Ce jugement a un double impact très important. D'abord, un impact sur l'euro. Le tribunal de Karlsruhe a fait remarquer que le rachat massif de dettes par la BCE ont pour effet de faire baisser artificiellement les taux d'intérêt, non seulement les taux d'intérêt de l'Italie, de l'Espagne, etc., lorsque le Trésor italien émet des obligations sur les marchés financiers, mais aussi de faire baisser, par contre-coup, les taux d'intérêt sur les obligations allemandes. Et l'Allemagne, maintenant, quand elle émet des obligations, elle bénéficie sur les marchés financiers d'un truc qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire des taux d'intérêt réels négatifs sur 10 ans. C'est-à-dire que des gens prêtent de l'argent en s'engageant, par exemple, ils donnent 100 et dans 10 ans, ils recevront 95. Quoi. Alors, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Parce que justement, il y a un trop grand rachat de dettes. Puis la dette allemande est extrêmement demandée. Elle est considérée comme la dette la plus solide dans le monde entier. Alors, évidemment, beaucoup d'épargnants allemands sont très mécontents de cette situation. Et j'ai dit tout à l'heure, en parlant en préambule, du fait que la démographie en Allemagne est très mauvaise et les plus de 60 ans, c'est peut-être 38 à 40% de la population. Donc les retraités sont désormais une partie très importante de la population et des électeurs. C'est la raison pour laquelle le tribunal de Karlsruhe a posé la question de savoir s'il y avait proportionnalité dans les décisions prises par la BCE de racheter les dettes et les effets induits qui pouvaient avoir comme effet justement d'avoir des effets en matière de politique économique désastreux en diminuant le revenu des retraités, donc en s'attaquant au niveau de vie des Allemands, en ralentissant la machine économique allemande. Tout ceci avait des effets que le tribunal de Karlsruhe a jugés comme potentiellement complètement disproportionnés par rapport aux avantages. Donc il y a eu pour être très technique, le tribunal de Karlsruhe a avalisé la possibilité que la BCE fasse du rachat de dettes publiques. Ça n'allait pas de soi, puisque dans les traités, il est interdit que la BCE finance les États. Or là, on n'en est pas très loin, puisque lorsque la BCE rachète des dettes italiennes, par exemple, ça permet à l'Italie d'émettre de nouvelles dettes et donc de se financer. Alors c'est par contre-coup. Bref, le tribunal de Karlsruhe a fermé les yeux sur cette affaire. Il ne s'est sans doute pas jugé suffisamment fort pour s'attaquer directement à ça. Mais en tout cas, il a fixé un ultimatum à la BCE sous 3 mois de donner une justification sur la proportionnalité des mesures utilisées, faute de quoi il demandera à la Bundesbank allemande, donc la banque centrale allemande, de se retirer de ce système de rachat de dettes massif. Alors tout ceci a été fait probablement en concertation avec la Bundesbank. La Bundesbank a fait semblant d'être surpris par le jugement. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des dirigeants allemands et du peuple allemand ne veut plus de ces rachats de dettes parce qu'ils comprennent bien que ce qui se cache derrière tout ça, c'est une montagne de dettes qui finalement, d'une façon ou d'une autre, finira par retomber sur la responsabilité des Allemands. Alors ça a fait beaucoup gloser cette affaire. Ce qu'il faut savoir, et ce que l'on en retiendra, c'est que l'Allemagne vient de se donner les moyens de faire exploser l'euro quand elle le souhaitera. C'est-à-dire que la Bundesbank, il suffit que la Bundesbank dise qu'elle ne peut pas continuer parce que le tribunal de Karlsruhe lui interdit, et progressivement, l'Allemagne se retirant, la BCE aura une très grande difficulté à poursuivre son programme, d'autant plus qu'elle est contrainte par des clauses, notamment ce qu'on appelle la clé de capital, qui doit faire en sorte que la BCE ne peut pas racheter des pourcentages de dettes par pays différents, trop différents de la répartition à l'intérieur du capital de la BCE. Et également, ils ne peuvent pas devenir majoritaires dans un pays. Ça veut donc dire que, en gros, la BCE va avoir du mal à continuer à racheter sans limitation des dettes italiennes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La décision qui a été prise par le tribunal de Karlsruhe
est une véritable bombe à retardement qui peut mener à l'explosion de l'euro avec la sortie de l'Italie. Et entre-temps, ce qu'a demandé le tribunal de Karlsruhe à la BCE se traduit par une demande d'éclaircissement. Ça ne peut aller que vers une plus grande rigueur budgétaire imposée aux États du Sud. Bien entendu, d'ailleurs, la décision a été soutenue, sans le dire, par les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. Alors la Suède et le Danemark ne sont pas dans l'euro, mais ils regardent ça très attentivement. Les Pays-Bas sont dans l'euro. Le premier impact de la décision du tribunal de Karlsruhe, c'est donc de donner à l'Allemagne la possibilité de vie ou de mort sur l'euro. Le deuxième impact de ce tribunal de Karlsruhe, c'est en matière de droit. C'est un impact considérable sur l'Union juridique européenne parce que ce qu'a dit le tribunal de Karlsruhe, c'est qu'il a estimé que la Cour de justice de l'Union européenne s'était trompée, était allée au-delà de son mandat. Il y a une expression en latin qui revient à plusieurs reprises dans le jugement du tribunal de Karlsruhe, c'est l'expression ultra vires. Et donc c'est ça qui est le plus important, c'est que la Cour constitutionnelle allemande, c'est-à-dire la cour la plus respectée, l'une des cours les plus respectées à l'intérieur des pays de l'Union européenne, actionnée par des citoyens allemands, dans le pays le plus riche, dont l'industrie est la plus forte, le pays qui paye le plus à l'Union européenne, c'est le premier pays contributeur net, le pays qui est le plus peuplé, le pays qui donne le là, qui est au centre même de l'Union européenne, eh bien la Cour constitutionnelle de ce pays-là a dit qu'elle ne respecterait pas la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet précis. Elle a dit très exactement que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne était incompréhensible et arbitraire. Alors, pour bien comprendre il y a des gens qui ont dit oui, c'est un conflit entre les juges de Karlsruhe et les magistrats de la Cour de justice qui est à Luxembourg. Mais en réalité, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg qui a raison parce que les traités lui donnent à elle et à elle seule le droit d'interpréter de décréter si une action, si un mécanisme est ou non conforme aux traités européens. Bon. Sauf que ce qu'ont dit les Allemands, c'est qu'ils ont dit oui, c'est vrai, mais à condition que le jugement soit fait en droit. Si nous avons affaire avec les magistrats de la CJUE à des militants politiques qui s'assoient sur le droit, qui piétinent le droit et qui imposent, de gré ou de force, par des décisions arbitraires et incompréhensibles, la construction d'une union fédérale à des peuples qui n'en veulent pas, et par exemple qui imposerait à l'Allemagne de participer à des dettes mutualisées, alors à ce moment-là, les juges de Karlsruhe disent « vous n'avez plus la légitimité pour le faire ». Parce que ce qui se cache derrière, c'est un problème de légitimité. C'est exactement comme si en France, on sait que le président de la République est le chef des armées. Mais normalement, le président de la République n'a pas le droit de faire la guerre n'importe comment. Il doit y avoir une déclaration de guerre qui doit être approuvée par le Parlement. De la même façon, le président de la République n'a pas le droit de violer la loi. Lorsque, par exemple, c'est un détail, mais lorsqu'il y a quelques jours, Macron a osé célébrer la bataille de Montcornet et faire l'éloge de Charles de Gaulle pour essayer de faire de la captation d'héritage odieuse, puisque Macron, c'est l'antithèse même de Charles de Gaulle, tout le monde le sait bien. Eh bien, lors de cette cérémonie où il y avait très peu de monde, Macron a demandé que les participants retirent les masques qu'ils devaient avoir sur le visage. Il n'y a que le président de la région des Hauts-de-France qui a refusé cela. Il a eu raison de le faire. Macron n'est pas le maître de l'univers. De même que les juges de Karlsruhe ont dit à la CJUE, vous n'êtes pas les maîtres de l'univers. C'est-à-dire que si les juges de la CJUE, qui ne sont pas des magistrats d'origine, les juges du tribunal de Karlsruhe, ce sont des magistrats, des juges, des vrais juges, qui ne doivent n'être ni députés, ni sénateurs, ni membres du gouvernement. Ils doivent avoir un pédigré politique vierge. Ils sont élus par le Bundestag et le Bundesrat. Ils sont élus pour 12 ans, inamovibles. Ils ne peuvent pas ensuite être renommés. C'est-à-dire qu'on garantit leur professionnalisme et leur totale indépendance. Ils jugent en droit. Alors que dans la Cour de justice de l'Union européenne, c'est comme dans le Conseil constitutionnel français, ce sont des copains. Ils ne sont pas élus, ils sont nommés par les chefs d'État et de gouvernement qui nomment des européistes fanatiques.
Ce ne sont pas des gens qui jugent à la Cour de justice de l'Union européenne en magistrats, ils jugent en militants politiques européistes. Et donc, au moment de prendre un jugement, ils interprètent à leur sauce les traités et ils poussent le bouchon trop loin. C'est justement contre ça que s'est opposée la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ont estimé que les juges suprêmes ne respectaient pas strictement le droit eux-mêmes et que donc ils avaient le droit de s'y soustraire. Alors, cette décision a été d'ailleurs très largement approuvée par les gouvernements polonais et les gouvernements hongrois. Voilà où nous en sommes. Ça veut dire que l'Allemagne, mine de rien, même si Mme Merkel a fait semblant d'être un petit peu ennuyée par ce jugement, en fait, l'Allemagne vient de se doter d'atouts formidables. Elle peut à tout moment mettre le holà, ou en tout cas freiner brutalement les rachats de dettes publiques. D'ailleurs, en avril, la BCE a acheté 11 milliards d'euros de dettes italiennes, 8,3 milliards de dettes françaises, 4,3 milliards de dettes espagnoles et seulement 0,6 milliards de dettes allemandes. Ces statistiques prouvent donc qu'en avril 2020, la BCE n'a pas traité les différents pays de la zone euro équitablement. La première économie d'Europe, l'Allemagne, n'a pratiquement pas bénéficié de l'intervention de la Banque centrale, ce qui bafoue l'une des règles de base de l'intervention de la BCE qu'on appelle la clé de capital, j'en parlais tout à l'heure. Donc, avec le jugement, la BCE et la Bundesbank peut tenir la BCE un peu au garrot. Donc la BCE maintenant est sous surveillance. Ça c'est très important à comprendre. Enfin, la question de savoir est-ce que la CJUE ou le tribunal de Karlsruhe, qui des deux va gagner, c'est écrit. Il y en a, c'est une structure totalement démocratique, le tribunal de Karlsruhe, avec des juges élus. L'autre, c'est une structure qui est une structure militante et où les gens n'ont été élus par personne. Alors certains peuvent dire évidemment il faudrait réformer le tribunal de Karlsruhe, mais non, c'est pas possible. Parce qu'il y a ce que l'on appelle la clause d'éternité dans la Constitution allemande, qui est fixée par l'article 79 de la Constitution allemande, qui prévoit que les articles 1 et 20 de la Grundgesetz, de la loi fondamentale allemande, ne peuvent pas être touchés. C'est justement ces articles qui fixent le rôle du tribunal constitutionnel allemand comme l'ultime garant des libertés publiques du peuple allemand et comme le garant par rapport aux abus de pouvoir de la puissance publique. Aux toutes dernières nouvelles, il était question, Mme von der Leyen avait évoqué l'hypothèse que la Commission européenne lance une procédure d'infraction contre l'Allemagne. Mais là, ça pose encore un autre problème. C'est que on peut faire une procédure d'infraction contre un gouvernement ou contre éventuellement un pouvoir législatif qui ne veut pas, transcrire dans le droit national des décisions qui ont été prises à Bruxelles. Mais peut-on lancer une procédure d'infraction contre une Cour suprême qui est la plus haute instance judiciaire allemande et qui est là pour faire respecter les libertés fondamentales du peuple allemand. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. Elle a pour objectif de vous montrer que, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, quand j'ai vu dans la presse que Macron avait obtenu de Merkel qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Merkel, je l'ai dit, s'agissant de l'initiative franco-allemande, j'ai fait une longue vidéo là-dessus pour expliquer qu'en réalité, Merkel avait tenu bon, il n'y a aucune mutualisation des dettes. Ça n'est jamais, l'initiative franco-allemande n'est jamais qu'un projet d'augmentation budgétaire à crédit du budget de la Commission européenne. Et puis l'Allemagne sait de toute façon qu'il y a des facteurs de blocage, c'est-à-dire l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède bloquent le système. Donc au total, l'Allemagne peut dormir sur ses deux oreilles. En revanche, l'Allemagne, elle bénéficie maintenant de tous les atouts que je viens de vous dire, que je résume. Une monnaie structurellement sous-évaluée qui renforce son industrie année après année et qui lui donne des marges financières très importantes. Deuxièmement, des marges financières qui vont permettre à l'Allemagne de sortir avec une industrie comparativement beaucoup plus forte par rapport encore à l'industrie de ses compétiteurs du Sud. Troisièmement, elle a le génie d'avoir placé ces hommes et ces femmes dans des postes de responsabilité dans les institutions européennes. Quatrièmement, avec le tribunal de Karlsruhe et l'immense respect dont il jouit, l'Allemagne s'est donné le pouvoir, mine de rien,
de pouvoir, quand elle le voudra, amener l'Italie à la sortie de l'euro, mais aussi de mettre le holà sur les dérives fédéralistes de la Cour de justice de l'Union européenne. Quand on compare tous ces atouts et qu'on regarde notre pauvre France avec Macron qui ne sait faire que des discours verbeux où il est question de refondation de l'Europe, de réinventer l'eau chaude, on se dit que nous sommes vraiment mal partis et que, comme pour la crise du coronavirus, l'Allemagne, décidément, a une vision stratégique et une organisation, mais tout le monde le sait depuis des décennies et même des siècles, une organisation qui nous laisse très très loin la désorganisation française. Je dis ça avec tristesse. Je souhaite de tout mon cœur que les Français s'en rendent compte rapidement et qu'ils décident ce qu'il faut décider pour redresser notre pays. Redresser notre pays passe par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vive la République et vive la France.